Midi 15 sur e-radio, vous avez fait le bon choix, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, pénurie d'essence pirogue depuis quelques semaines. La SAR explique la situation et rassure en même temps les acteurs de la pêche. La Société africaine de raffinage annonce un retour progressif à la normale. De toutes les façons, à Saint-Louis, les activités de pêche sont paralysées par cette longue pénurie de carburant. Les pêcheurs artisanaux vivent dans la galère qu'ils ne peuvent plus supporter. 20 milliards de francs CFA, le Sénégal et le Mali annoncent un plan d'urgence pour la société Dakar-Bamako ferroviaire. L'insécurité, encore l'insécurité dans certains quartiers de Dakar. Des agressions en plein jour, c'est une réalité. Et souvent, les victimes sont laissées à elles-mêmes par des personnes témoins de ces scènes violentes. Indépendance de la justice, la société civile a lancé ce matin sa plateforme. Notre justice doit être accompagnée et fortifiée, a déclaré le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Sur l'international en Côte d'Ivoire, 5 mairies ont été placées sous délégation spéciale, provoquant ainsi la colère de l'opposition. En conférence de presse, le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire fustige cette décision des autorités. Assure la page des sports avec Mohamed Kandji. Bienvenue à toutes et à tous. Au micro, Antoine Diouf, Biran Sissé à la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Grosse tension dans la distribution d'essence pirogue dans tout le pays. C'est le cas depuis quelque temps. La SAR réagit dans un communiqué d'après la Société africaine de raffinage. Cette tension fait suite à la nécessité de produire davantage des produits noirs en lieu et place des essences pour faire face à la demande de la Sénélec. La SAR annonce un retour progressif à la normale. Aminata Ndong. Une tension relative à la fourniture d'essence pirogue est notée sur une partie du territoire national depuis quelque temps. Une tension qui fait suite à la nécessité de produire davantage de produits noirs en lieu et place des essences dixit la SAR, et ce pour faire face à la demande de la Sénélec. La Sénélec, dont les besoins en diesel ont accru sensiblement pendant cette période, suite à la réunion de répartition de la production de la SAR et en accord avec le Comité national des hydrocarbures, il a décidé de privilégier la production d'essence ordinaire en vue d'améliorer l'approvisionnement du secteur de la pêche artisanale. Ainsi, depuis le 31 décembre 2018, la SAR a mis sur le marché près de 2400 mètres cubes d'essence pirogue pour des besoins journaliers de 176 mètres cubes. La production continue pour satisfaire, comme à l'accoutumée, les demandes du marché national. La contrainte possible et pouvant peser sur l'approvisionnement des quais de pêche réside dans le délai que les camions citernes mettront pour rallier les stations-service implantés aux abords des quais de pêche. Le Comité national des hydrocarbures et la SAR rassurent les acteurs du secteur sur un retour progressif à la normale. Et c'est pénible pour les pêcheurs de Saint-Louis dont les activités sont au ralenti. À l'origine, cette très longue pénurie de carburant qui les empêche de gagner leur pain au quotidien. Correspondance Momar Alisnian. Les pêcheurs de Saint-Louis sont contraints en chômage technique à cause d'un manque criard de carburant ces derniers mois. Une situation qui, estime-t-il, laisse indifférentes les autorités du pays. Depuis plus de 2 mois, les pêcheurs ne peuvent plus aller en mer parce qu'on sait maintenant que les pêcheurs vont à des kilomètres en haute mer. Donc, il faut qu'ils utilisent bien pirogues motorisées. Et ceci dit, il faut nécessairement qu'ils aient du carburant pour pouvoir utiliser ces moteurs. À cause de ce manque de carburant qui dure depuis plus de 2 mois, ils ne peuvent plus aller en mer. Ils sont un peu contraints au chômage. C'est pourquoi ils ont décidé de se réunir aujourd'hui pour un peu lancer l'alerte devant les autorités nationales qui, depuis le début de la situation, sont restés dans un mutisme total. Ces pêcheurs regroupés au sein de la section locale de l'Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal, UNAPAS, fustige l'attitude du ministre de tutelle Oumar Gueye qui, disent-ils, se confond dans un mutisme qui traduit son indifférence par rapport à leurs préoccupations. Saint-Louis, Momar Alisnian, e-radio. Un plan d'urgence pour la société Dakar-Bamako ferroviaire. Les États du Sénégal et du Mali
vont mettre 20 milliards de francs CFA sur la table pour que le train soit sur les rails entre Dakar et Bamako. Et concernant les conditions socio-économiques des travailleurs, des améliorations sont en vue. Toutes ces annonces ont été faites par l'administrateur de Dakar-Bamako Ferroviaire, Kibile Touré, qui a rencontré les cheminots. Le voici au micro d'Isidore Alexandre Sen. L'axe majeur, c'est de dire d'abord que nous devons faire le confortement des voies. Le confortement des voies nous permet de faire repartir en 6 mois les trains et de les faire remonter sur Bamako. Donc vous constaterez que c'est très important. Ce qui veut dire que si nous le réussissons, nous pourrons avoir un chiffre d'affaires sur 2019. Pour les locomotives, je n'ai pas l'ambition d'en acheter. J'ai dit que je n'ai pas les moyens d'en acheter. Nous avons les moyens d'en louer. Et que louer ou acheter, ça nous apporte le même service. Je veux compter d'abord sur nos propres ressources. Mais ce n'est pas que le confortement. Je suis dans une gestion de crise. J'ai engagé beaucoup de chantiers et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons duré. Je ne dis pas que je ne suis pas dans une continuité ou que je fuis mes responsabilités. Mais on ne peut pas me demander d'être responsable de ce que je n'ai pas acté, mais de continuer une gestion, une forme de gestion qui ne me paraît pas d'abord pertinente, qui ne me paraît même pas juridiquement valable. Je pense qu'il y a d'autres solutions que j'ai proposées et qui, fort heureusement, la famille des cheminots est une grande famille. Et il y a d'autres cheminots qui déjà bénéficient de ces solutions-là et j'aimerais qu'eux aussi puissent en bénéficier pour que leur famille n'ait plus à s'inquiéter de leur statut médical. Voilà. Donc il y a eu des solutions. Les États ne se sont pas levés comme ça pour avancer le chiffre de 20 milliards, 10 par État. Les États du Sénégal et du Mali ont des finances publiques. Ces finances publiques ont des partenaires. Il faut que nous l'acceptions. Nous avons des partenaires au développement qui nous accompagnent dans l'exécution et dans le bouclage de nos finances publiques. Nous allons mettre 20 milliards dans la relance d'urgence. Je dis bien, ce n'est pas que l'ambition s'arrête à 20 milliards, mais je dois dire que le plan de réhabilitation du Dakar-Bamako Ferroviaire est beaucoup plus important que celui du TER. Parlons maintenant de la désalinisation des terres en Casamance, une urgence. Et les récupérer pour les livrer aux populations est une nécessité. C'est dans ce cadre qu'une mission d'experts et d'ingénieurs italiens est à Ziguinchor. Les populations du Sud n'attendent que la revitalisation des vallées de la Verte Casamance. Mam Abdougaye Kassé. Ce programme de désalinisation des terres concerne les villages de Bona dans le département de Bounkiling et de Selti dans la commune de Enampor. C'est sous l'égide de l'Agence nationale de relance des activités économiques en Casamance, ANRAC, en partenariat avec des experts italiens, que ces localités vont bénéficier de ce programme. Ansou Sané est le directeur de l'ANRAC. Comme vous le savez, notre région, la Casamance, fait face à un problème de salinisation des sols, un problème de toxicité ferreuse qui constitue entre autres un frein au développement de l'agriculture et donc par ricochet au développement donc des potentialités économiques et agricoles de la Casamance. Et c'est vrai que depuis quelques années, l'État s'y est engagé et a consenti beaucoup d'investissements à travers des programmes qui œuvrent pour apporter des solutions à cette problématique. Pour la réussite de ce programme, il faut l'apport de tous. Il va ainsi permettre de donner de l'emploi aux jeunes et freiner le phénomène de l'immigration clandestine. Lamine Sané est membre de la Fédération des Casamancés de l'extérieur. Il faut chercher à investir. Il faut chercher à mettre en place nos ressources locales afin que nos jeunes puissent travailler amplement dans ces terres. À dire que nous savons dans ce domaine, si on arrive à récupérer ces terres, nous pouvons même non seulement satisfaire le besoin local, mais que nous pouvons être même des entrepreneurs au niveau agricole. La phase de mobilisation des fonds est donc lancée pour cette première phase. Il s'agira d'élaborer un programme dont la finalité est de permettre la désalinisation des sols de la Casamance pour les revitaliser. Midi 8 minutes, vous suivez le journal sur iRadio. iRadio, midi 15, le journal. L'insécurité dans certains quartiers de Dakar prend des proportions inquiétantes. Les agresseurs dictent leur loi en plein jour. Les victimes sont souvent laissées à elles-mêmes par des témoins, manque de solidarité ou peur de se faire agresser à son tour. C'est un sujet d'Oumou Kalsumba.
L'insécurité bat son plein à Dakar. Les agresseurs commettent leur forfait aux yeux et au su de tout le monde en plein jour. Le plus souvent, des personnes harcelées ou victimes de vol dans la rue ne bénéficient pas de l'aide des passants et des riverains. Elles sont laissées à la merci de leurs bourreaux. C'est par peur. On peut intervenir et se faire poignarder ou avoir un problème. Souvent, les passants ont peur d'intervenir quand une personne se fait agresser. C'est juste la peur. Samba Samake évoque un autre facteur explicatif. Je considère cela comme un manque de solidarité. Il faut voir un proche se faire agresser pour intervenir. Maintenant, que faut-il faire? L'État a le devoir de veiller et d'assurer la sécurité de tous les Sénégalais. Dans une société du risque, face à l'accroissement des valeurs individualistes, lutter contre l'insécurité dans certains quartiers de Dakar est une urgence. Nos concitoyens ne demandent qu'une seule chose à nos gouvernants, vivre en paix et en sécurité. Tout autre chose, la société civile a procédé ce matin au lancement d'une plateforme pour l'indépendance de la justice et dans son plaidoyer, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains a soutenu que notre justice, qui est fragilisée, doit être accompagnée et fortifiée. D'après M. Hassan Dioma Ndiaye, c'est une des missions de la société civile. Nous l'écoutons au micro de Pape Ibrahima Ndiaye. Vous avez une justice fragilisée. Et le summum a été atteint, vous le savez, lors des délibérés, notamment des délibérés de l'affaire Khalifa Sall, où les magistrats ont échappé à un lynchage en public. Donc de l'autre côté, tout le monde est d'accord sur l'importance et sur la nécessité de fortifier cette justice, de l'accompagner, de faire en sorte qu'elle soit au-dessus des clochers et qu'elle soit une justice qui rende son office simplement au regard de la loi et du serment des juges et encore ou de leur conscience en fonction des éléments à leur disposition. Mais maintenant, notre défi, nous, c'est de faire en sorte que la société civile soit au devant de ce combat. Parce que c'est une de notre raisons d'être. D'abord, c'est l'état de droit. Sans état de droit, on ne peut pas parler de société civile. Retournons à la monarchie ou à la dictature. Donc, nous ne pouvons pas, tout en prétendant vouloir assurer à tous les citoyens un procès juste et équitable, assurer la défense des droits fondamentaux des personnes, faire en sorte que les faibles soient protégés, faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas accéder à la justice puissent accéder à cette justice. Nous ne pouvons pas avoir ces prétentions et vivre avec une justice aux ordres ou une justice instrumentalisée ou une justice qui fonctionne comme un ordinateur paramétré, calibré, qui doit rendre des décisions à telle heure, à tel moment. C'est pas possible. En plus bref et dans l'actualité politique, Pape Diop face à la presse à l'instant, le président de Bokk Gis Gis recalé par le Conseil constitutionnel pour défaut de parrainage reviendra largement sur cette question face à la presse. Retrait des cartes d'électeurs à Ziguinchor, le rythme est encore très timide dans certains quartiers comme Goumel, d'où l'appel des autorités de la préfecture qui invitent les citoyens à venir retirer leur carte d'électeur. Là-dessus, Boubacar Baldé, le chargé de la distribution de cartes dans le secteur de Goumel. On nous avait donné 729 cartes au début. On a distribué pendant 2 semaines. Mais pendant ces 2 semaines-là, on a distribué que 174 cartes. Donc, si vous voyez le nombre qu'on nous a donné, 729 et 174 pendant 2 semaines, ça montre que vraiment c'est minime. Les gens ne sont pas sortis massivement pour récupérer ou retirer leurs cartes. Nous demandons vraiment à la population de Goumel de venir retirer leurs pièces d'identité. Avant notre venue ici, le préfet a informé aux délégués de quartier. Bien avant notre arrivée, il les a informés qu'il y aura une commission qui sera à Goumel pour la distribution des cartes. Mais jusqu'à présent, vraiment, on voit que les choses, ça ne bouge pas comme il le faut. Qu'ils viennent retirer leurs pièces. Parce que les pièces sont là pour eux. C'est pas pour nous. L'actualité internationale sur e-Radio. Bokar Alfakan, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. L'actualité internationale que nous commençons avec la Côte d'Ivoire. 5 mairies ont été placées sous délégation spéciale, provoquant la colère de l'opposition.
Voilà, c'est arrivé depuis le 1er janvier 2019 et pour assurer la continuité du service public communal, des délégations spéciales sont installées dans les communes de Boko et de Roubino. Il y a aussi 2 collectivités de la capitale économique ivoirienne et une banlieue, respectivement les communes du Plateau, le centre des affaires d'Abidjan, Port-Boué et la cité balnéaire de Grand-Bassam. L'élection municipale du 13 octobre suivie de municipales partielles le 16 décembre 2018 ont été suivies de recours judiciaires dans le traitement par les juridictions compétentes qui n'est pas encore achevé. C'est notamment le cas pour les communes de Port-Boué et de Grand-Bassam. Ces délégations spéciales sont présidées par les préfets des départements concernés à compter donc du 1er janvier 2019. Elles cesseront leurs activités dès l'installation des nouveaux conseils municipaux. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, s'insurge contre l'installation de ces délégations spéciales. C'était hier lors d'une conférence de presse animée par le secrétaire exécutif Maurice Kakou Gikawe que je vous propose d'écouter. Comment comprendre que les résultats des élections des conseillers municipaux du Plateau, validés par la Cour suprême, soient connus de toute la Côte d'Ivoire et de la communauté internationale et que les autorités piétinent la loi en refusant de procéder à leur installation? Quand est-ce qu'on a fait les élections municipales et régionales de 2013? C'est pas le 13 avril 2013? C'est pas ça? Quand est-ce qu'on a fait les élections de 2018? C'est pas le 13 octobre 2018? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Les 7 mois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un vide juridique parce que les maires finissaient leur mandat le 13 avril 2018. Et ce sont les préfets qui manquent à Côte d'Ivoire. Et ce sont les préfets qui manquent à Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, à partir du 13 avril, fin des mandats, le président n'a pas fait des délégations spéciales dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un décret pour prolonger le mandat des maires, pour ne pas qu'il y ait vide. Il y a eu des élections, il y a eu des reprises. Mais si il y a 8 zones où la Cour suprême n'a pas encore vidé le contentieux, qu'est-ce qui empêche le président de prendre un nouveau décret qui prolonge de 3 mois en attendant que la Cour suprême rende le jeu? D'où viennent les préfets? Nous, on ne veut plus voir des préfets gérer les... République démocratique du Congo, plus de 16 000 réfugiés arrivés au Congo-Brazzaville pour fuir des violences interethniques en RDC. Oui, le Haut Commissariat aux réfugiés a précisé que ces récents mouvements de plus de 16 000 personnes sont le résultat d'affrontements meurtriers qui ont éclaté fin décembre 2018 entre les Banounou et Batende à Yumbi dans la province de Maindombe, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Une rivalité de longue date entre ces deux communautés a été ravivée, menant à de nombreux affrontements interethniques qui auraient causé des dizaines de morts et environ 150 blessés qui sont donc arrivés au Congo voisin. André Maetchich, porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés, a appelé vendredi à la mobilisation lors d'un point de presse au Palais des Nations à Genève. Écoutons-le au micro de ONU Info. La population fuit des affrontements meurtriers qui ont éclaté fin décembre 2018 entre deux communautés à Yumbi, dans la province de Maindombe, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Une rivalité de longue date entre les communautés Banounou et Batende a conduit à de nouveaux affrontements interethniques. Ce contentieux ravivé aurait causé des dizaines de morts et environ 150 blessés seraient arrivés au Congo. Il s'agit de l'afflux de réfugiés le plus important en provenance de la RDC vers le Congo-Brazzaville depuis près d'une décennie, après qu'environ 130 000 personnes avaient été contraintes en 2009 de chercher refuge en raison d'affrontements interethniques perpétrés dans l'ancienne province Équateur en RDC. Des réfugiés, pour la plupart des femmes et des enfants de la tribu Banounou, continuent d'arriver dans les districts de Makatpoko et de Bouemba au Congo, où les autorités congolaises et les agents des Nations Unies de l'OHCR fournissent des soins médicaux, de la nourriture et des articles non alimentaires. Les personnes qui fuient la RDC ont témoigné d'attaques qui ont réduit les maisons en cendres et causé la mort d'habitants. Certaines craignaient une escalade du conflit. En RDC, toujours Bokar, la proclamation des résultats provisoires est attendue demain, mais on parle déjà d'un report. C'est le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a évoqué dans un entretien avec l'AFP un probable report de la publication des résultats à une date ultérieure.
Nous ne dormons pas, nous faisons de notre mieux pour qu'on publie les résultats le 6 janvier, c'est-à-dire demain. Mais si on n'y arrive pas, à l'impossible, nul n'est tenu, a-t-il déclaré. Le président de la CENI accuse la coupure d'Internet dans le pays de retarder la collecte des données enregistrées par les machines à voter. Résultat, le traitement se fait manuellement et ça prend du temps. La conférence épiscopale du Congo a quant à elle annoncé qu'elle connaît le nom du vainqueur de la présidentielle. La coalition au pouvoir Front commun pour le Congo, FCC, a dénoncé et condamné fermement une attitude qu'elle qualifie de partisane, d'irresponsable et d'anarchique de la part des évêques. Le Cameroun a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Joseph Ngouth. Il a été nommé vendredi, 3 mois après la réélection de Paul Biya à la tête d'un pays marqué par les violences dans ses régions anglophones. À 64 ans, ce haut fonctionnaire d'expérience succède à Philemon Yang, en place depuis 9 ans. À la suite de cette nomination, le président camerounais a remanié le gouvernement. Une quinzaine de ministères sur une soixantaine, tenez-vous bien, sont concernés par ce remaniement. Les postes régaliens de la défense, de l'économie, des finances et de la justice restent inchangés. Cette nomination marque une rupture avec une tradition, car depuis 1992, les premiers ministres étaient originaires du nord du Cameroun. Tout à fait. Le nord du Cameroun est connu pour être anglophone. C'est donc une sorte d'équilibre que de nommer un premier ministre originaire de cette partie du pays. Mais là, la rupture n'est que géographique puisque le nouveau premier ministre est un anglophone, mais il est originaire du sud-ouest. Le point commun entre le nord et le sud-ouest, c'est qu'un conflit armé entre l'armée et des séparatistes anglophones est en cours dans ces parties du Cameroun. C'est donc un signal fort lancé aux séparatistes par Paul Biya. Bokar Alfakan, merci pour cette page internationale. Le journal des sports de e-Radio. Bonjour Mohamed Kandji. Bonjour Antoine. FIFA Team of the Year, Sadio Mané, Mohamed Salah et Kalidou Koulibaly nominés. Favori au prochain Ballon d'Or, Mohamed Salah peut faire partie du 11 type qui sera publié la semaine prochaine. Le joueur égyptien, comme vous le savez, a réussi une année 2018 très convaincante avec le titre de meilleur buteur et meilleur joueur du championnat anglais. Sadio Mané est sans doute le meilleur Sénégalais le plus prolifique en Europe. En 2018, il a inscrit 29 buts en 69 matchs en toutes compétitions confondues. Kalidou Koulibaly de Naples est également nominé pour Team of the Year 2018. Le joueur sénégalais est souvent cité comme étant l'un des meilleurs défenseurs au monde. La Ligue 1 sénégalaise, il s'agit du football bien sûr, les affiches du week-end. 2 matchs pour ce soir. Génération Foot fait face à Dakar Sacré-Cœur au stade Djibi Diagne. Niary Tally NGB reçoit Bourg Petite Côte au stade Alassane Djigo. Demain dimanche 6 janvier, on a AS Pikine contre Ndiambour de Louga, Casa Sport Jaraaf, US Gorée AS Douane, Linguère fera face à Sonacos et Stade de Mbour va rencontrer Teungueth FC. Justement, il y a un classico, c'est Casa Sport Jaraaf. Ce match qui va se jouer à Ziguinchor, une grande affiche pour les Ziguinchorois. C'est un match très particulier de l'avis du directeur technique du Casa Sport, Demba Ramata Ndiaye, qui a assisté d'ailleurs au Classico comme joueur et comme entraîneur, revient sur la particularité de ce match Casa Sport Jaraaf. Il est au micro de e-Radio. Si les gens disent classico, parce que c'est un match qui, depuis Mathusalem, depuis belle lurette, c'est une rencontre qui a toujours drainé de foule et qui a toujours animé, qui a toujours eu un bon niveau de jeu, où le spectacle était à l'œuvre, où les supporters étaient à l'œuvre, tout était à l'œuvre. Cause pour laquelle ces genres de matchs sont l'apanage des supporters et les supporters n'attendent que ça. Un match très particulier où, dans le jeu, les gens se trouvent leur compte, ils vont un bon football et aussi de cette intensité, un vrai match d'engagement et aussi au niveau des gradins, les supporters sont vers cause pour laquelle, voilà, les gens disent classico. J'ai été 2 fois acteur, première fois acteur du classico en tant que joueur et acteur du classico en tant que coach. Vous avez vu? Donc j'ai depuis découvrir les 2 facettes de ce classico et j'en connais plus que tout le monde. On poursuit avec l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer. Est-ce qu'elle est en grève de la faim? La rumeur selon laquelle Ngalla Sylla et son groupe sont en grève de la faim parce qu'ils ne digèrent pas le milliard que le gouvernement a décaissé pour l'organisation des CAF Awards circule depuis hier, mais c'est une fausse information. D'ailleurs, le coach des Lions se dit choqué par cet intox. Selon lui, son groupe est plutôt concentré sur les préparations de la prochaine Coupe du Monde. Ngalla Sylla, que je vous propose d'écouter au micro de Seikou Seydi.
c'est pas une bonne information, d'autant plus que moi qui vous dis je suis en train de faire cours. Donc je suis là à Yoff, je suis en train de faire cours. Et j'ai appelé tout à l'heure mon capitaine d'équipe, il est à la maison. Ce matin, moi-même, j'étais avec 2 jours. J'ai appelé d'autres personnes, j'ai pas entendu aucune personne qui est en train de faire la grève de faim, sérieusement. Donc c'est pas une bonne information. Sérieusement, on est à notre 5e Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens mettent les gosses sous une pression. Le ministre lui-même, au retour au Sénégal, c'est lui qui a dit aux gosses, le président est allé en France. Dès son retour, il va faire le tour pour que le président vous reçoive. Nous, notre interlocuteur, c'est le ministre des Sports. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on mette les gosses sous une pression. Les gosses ont déjà fait leur boulot. Ils restent 16 ils sont en train de récupérer pour attendre et préparer la Coupe du Monde tranquillement. Pourquoi se lever au bon jour pour dire que le Bichok est en grève? Sérieusement, ça c'est une petite information encore une fois. Nous parlons d'arts martiaux avec la Coupe du maire de Dakar qui a démarré aujourd'hui à l'hôtel de ville. Et le karaté, jiu-jitsu, viet vo dao, judo et kung fu prennent part à cette compétition. L'organisateur principal de la Coupe du maire des arts martiaux, Maître Yirim Tchoub, revient sur la particularité de cette 3e édition. Il profite de l'occasion pour revenir sur la situation des arts martiaux au Sénégal. Maître Yirim Tchoub dénonce également le manque d'appui de la part des autorités. Ses propos sont recueillis par Mamadou Diagne. J'ai essayé de regrouper toutes les disciplines, mais d'arts martiaux. On a 5 disciplines, il y a le karaté, le judo, le jiu-jitsu, le kung fu et le viet vo dao. Toutes les disciplines vont faire leur éliminatoire. Vous n'avez jamais vu une compétition associée avec toutes les disciplines. Toutes les disciplines, elles vont en même temps monter faire le final, mais ainsi de suite. Ça n'est jamais arrivé au Sénégal, même en Afrique. C'est la 3e édition. Il y a du nouveau parce que quand même, on a plus d'équipements à fournir, à donner mais aux combattants, aux ligues, pour les renforcer uniquement parce qu'on ne va pas rester quand même donner chaque fois mais des médailles. Mais quand même, depuis ça fait 2 ans, on booste les équipements pour les combattants. La situation des armes, vous le connaissez, nous sommes la discipline la plus pauvre parce qu'il n'y a pas d'appui sur les arts martiaux. Il n'y a pas d'appui. C'est ça notre problème. On n'a pas d'infrastructure pour les arts martiaux. En même temps, il n'y a pas de suivi pour les arts martiaux. On a des disciplines qui donnent satisfaction au niveau Sénégal, ce sont les arts martiaux. Et c'est ce qui met fait, Antoine, à cette page des sports. Mais l'actualité continue sur www.imedia.sn. Et nous vous attendons pour la presse du jour. Ce sera dans quelques instants. Pardon. Merci Mohamed Kandi. E-Radio, reportage. À présent, notre rubrique L'autre info. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'île Amorphile dans le nord du Sénégal, une zone très enclavée. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ici, les populations ne disposent pas d'infrastructures sanitaires dignes de leur nom. L'hôpital de Kaskas, en construction depuis 7 ans, n'est toujours pas fonctionnel et aucune explication n'est fournie par les autorités. Le carnet de route de notre correspondant dans la banlieue dakaroise, Boudandiak. Sur la rive droite du fleuve Sénégal se trouve l'île Amorphile, une île qui fait frontière avec la Mauritanie. Dans cette partie du Sénégal, les conditions de vie sont très difficiles. Bras et chauffeur, il a la quarantaine. Chaque jour, il fait le tronçon île Amorphile, Madina Ndiadbe. Il nous explique le calvaire. Depuis que j'ai 15 ans, je suis dans le transport. Mais rien n'a changé. Vraiment, les conditions sont tellement difficiles que je ne peux même pas expliquer. Tu verras, tu vas voyager avec nous, tu verras. Dans cette partie du Sénégal, il est très rare même de voir un moyen de transport comme une voiture. Mais également, les prix du transport sont extrêmement chers à cause des routes très vétustes. Pour sortir de cette île Amorphile, tu payes vraiment beaucoup d'argent. Chaque jour, tu payes plus de 2000, 3000 francs. On aimerait vraiment que les chantiers finissent parce qu'on en a marre. L'autre préoccupation des populations, surtout pour les éleveurs, est le manque de contrôle du bétail qui vient de la Mauritanie. Si le bétail nous vient de la Mauritanie, n'importe comment, il n'y a pas de contrôle. Et cela ne nous arrange pas, nous les éleveurs, parce qu'en général, ils nous amènent le bétail, ils cassent le prix.
et en même temps, ils amènent le bétail pour manger tout ce qu'on... Depuis quelques années, le gouvernement du Sénégal essaie tant bien que mal à sortir l'île du désenclavement avec la construction de plusieurs ponts et la RN4. Mais pour les habitants, ces travaux ont vraiment duré. Ces habitants de l'île Amorphile demandent aux autorités d'accélérer les travaux. Hormis l'enclavement, l'île Amorphile ne dispose aucune infrastructure sanitaire fiable. Le seul hôpital en construction depuis maintenant 7 ans n'est toujours pas fini. Et les autorités n'arrivent toujours pas à donner des explications fiables. Une comédie qui commence à durer. C'était donc Boudal Ndiaye sur les 1001 difficultés des populations de l'île Amorphile. À Mbour, beaucoup de charrettes circulent dans la commune et leurs conducteurs qui proviennent des zones périphériques disent bien s'en sortir avec des recettes quotidiennes acceptables. Cependant, ils se font quelques soucis avec les risques de convoyer de la marchandise volée sans le savoir. Des affaires qui atterrissent souvent à la police. Reportage à Mbour, à Lioukan. Les charrettes font partie du décor de Mbour. La particularité ici, c'est que l'accès à tous les coins est permis à ces charretiers, ce qui justifie le choix de la clientèle sur ces charretiers. Devant une grande quincaillerie, une vingtaine de charretiers attendent tranquillement des clients. Ce jeune charretier qui dit quitter Diakhao pour fuir l'oisiveté se fait taquiner par ses camarades. Il n'éprouve aucun regret d'avoir choisi cette activité. Je transporte jusqu'à 1 tonne à 3 000 voire 4 000 selon la destination. Il m'arrive d'empocher plus de 10 000 francs par jour et c'est fréquent. Sur la route nationale, le jeune Salif qui dit hériter son gagne-pain de ses ancêtres a quitté l'école dès le bas âge. Il a la passion du cheval et se frotte les mains. Mais comme d'autres charretiers, il court des risques qu'il explique. Il arrive qu'un client nous sollicite pour transporter des bagages alors qu'il n'en est pas le propriétaire. Il les a volés. Et quand le vrai propriétaire retrouve ses bagages sur ma charrette, il est hors de lui. Et moi, j'ai vécu ça et on m'a conduit à la police. Et je me rappelle, c'était avant la Tabaski. Dans cette activité, chaque charretier a une tâche bien définie. Certains sont devant les quincailleries, d'autres au marché. Et même il y en a qui ne s'activent que dans le transport des bonbons de gaz. Babacar est l'un d'eux. Devant une boutique, il indique que cette activité est de plus en plus exercée par d'autres jeunes de Mbour, ce qui fait baisser ses revenus. Il y a plusieurs jeunes qui exercent maintenant cette activité. Ils sont de Mbour et d'autres localités. Et naturellement, nos revenus baissent. Les charretiers ont également émis le souhait de voir les autorités locales veiller à leur sécurité du fait des agressions dont ils font l'objet dans certains quartiers reculés. Alioukan Mbour, iRadio. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour aujourd'hui, passée en revue par Mohamed Kandi. Taxawu Sénégal sur le pied de guerre. Oui, les partisans de Khalifa Ababacar Sall restent convaincus de la recevabilité de la candidature de l'ancien maire de Dakar pour la prochaine présidentielle. Taxawu Sénégal persiste donc et signe tous les recours ne sont pas encore épuisés pour clôturer l'affaire dite de la caisse d'avance. Enquête titre à sa une, participation de Khalifa Sall à la présidentielle 2019, ses partisans en bouclier. Ils engagent d'ailleurs le combat du rabat d'arrêt, rapporte Sud Quotidien. Dans les colonnes du journal, le directeur de cabinet adjoint de Khalifa Sall indique que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour suprême ne revêt pas le caractère de décision définitive. La procédure pénale n'a aucune incidence sur sa candidature, suffisant pour que Taxawu Sénégal monte sur ses grands chevaux et déclare « Personne ne peut empêcher Khalifa Sall d'être candidat » pour reprendre la une du quotidien Les Échos. Il sera candidat ou pas, en tout cas, il a passé la première étape du parrainage. Justement, le parrainage, on en parle dans Enquête qui visiblement boucle sa petite enquête sur la vérité des résultats globaux.
Bien que représenté dans au moins 10 régions du Sénégal, Malick Gakou a été lésé par l'ordre de passage. Madické Niang a joué son va-tout dans la région de Diourbel où Idrissa Seck, par erreur stratégique ou lacune territoriale, n'a pu valider que 6 régions. La question du parrainage, si certains candidats à la candidature poussent un ouf de soulagement pour avoir passé cette épreuve avec brio, d'autres méditent encore sur leur sort en attendant les résultats de leur régularisation au Conseil constitutionnel, pendant que certains ruminent leur colère contre ce système. Le parrainage pour tous à toutes les élections au Sénégal ne fait pas l'unanimité, ce qui pousse Sud Quotidien à parler de tops et flops de ce système. À la une de Les Échos, Souleymane Bachir Diagne met les pieds dans le plat. Le professeur à l'Université de Colombie parle à cœur ouvert sur la présidentielle, la pléthore des partis, le pétrole et le franc CFA. Parlons à présent des 2 camps de grévistes de la FASTEF qui comptent tout faire pour que leurs doléances soient prises en charge. Le journal Enquête parle de l'enseignement supérieur dans sa parution du jour et affiche à sa une FASTEF en eau trouble dans le pays de Léopold Sédar Senghor. Même dans leurs rêves, les pères de l'indépendance, Senghor et Mamadou Dia, n'auraient jamais pensé que le Sénégal allait devenir, 58 ans plus tard, la principale base de la barbouzerie internationale. Source A révèle que même Djibouti, l'ancienne place force, a été reléguée au énième plan au profit de Dakar, où les agents de la SGSE, de la CIA, du FSB russe, sans oublier ceux des pays du globe, ont fini d'installer leurs quartiers généraux. Source A voit alors Dakar comme capitale des barbouzes. Le football sénégalais s'attend à une année charnière avec la cérémonie des CAF Awards et une probable participation à 4 Coupes d'Afrique des Nations. Sur ce point, justement, le quotidien du sport Stade pose une question. Et pourquoi ne pas aller chercher un premier succès dans ces catégories? Et lutte pour finir, Balla Gaye 2, Modulo, la revanche régularisée vendredi au CNG. D'ailleurs, le Lion de Guédiawaye et le Roc des Parcelles Assainies feront un face-to-face ce soir, le dernier avant le clash. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. Pénurie d'essence pirogue depuis quelques semaines. La SAR explique la situation et rassure en même temps les acteurs de la pêche. La Société africaine de raffinage annonce un retour progressif à la normale. À Saint-Louis, les activités de pêche sont paralysées par cette longue pénurie de carburant. Les pêcheurs artisanaux vivent dans la galère qu'ils ne peuvent plus supporter. 20 milliards de francs CFA, le Sénégal et le Mali annoncent un plan d'urgence pour la société Dakar-Bamako ferroviaire. Et puis l'insécurité dans certains quartiers de Dakar, des agressions en plein jour, c'est une réalité. Indépendance de la justice, la société civile a lancé ce matin sa plateforme. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Biran Sissé, réalisation Mohamed Kandji. 13h à Santop pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Salimto. Excellent après-midi à toutes et à tous. Babulai, Lamaya Gumortaya.